surgissait, économique, écologique, nous repartirions en forêt. Les Gwich'in pensent qu'ils viennent de l'autre côté du détroit de Bering. J'allais traverser le détroit, remonter le temps. J'emboîterai le pas à mes prédécesseurs de 1897. Quand elle arrive à l'extrême est de l'ex-URSS, que découvre-t-elle? Elle découvre des gens vivant misérablement et difficilement dans d'anciens kolkhozes appauvris, transformés en ethnoparcs. À 10 heures, Andrei brancha la radio du camp sur une batterie et se mit sur la fréquence des camps de chasse et veines de la rivière. Il présenta notre cas et ils, les évêques, annoncèrent très clairement qu'ils n'avaient aucune envie d'accueillir des anthropologues chez eux. Et puis, un matin, André s'est levé. Il a ouvert la porte de la cabane et il a juste dit « On y va ». Comme ça. Retournons à présent sur nos pas en Alaska pour mieux saisir par comparaison les formes culturelles autochtones telles qu'elles sont représentées au Kamtchatka. L'absence fort décourageante de prime abord, il faut l'avouer, de signes visibles d'une diversité culturelle vivante en Alaska, doublée d'un discours indigène portant principalement sur les politiques de la terre, m'ont poussé à commencer à questionner le rapport de ces sociétés à l'institution américaine, plutôt que de mener à bien le travail que je m'étais alors assigné, définir les contours et décrire les formes d'une cosmologie animiste. Et les Indiens étaient trop détournés d'eux-mêmes par les luttes. Les luttes qu'ils ont avec, je vous disais, les instances colonisatrices et les USA, ces luttes les ont obligés à mener, les ont conduits à être spoliés de leurs terres pour en extraire le pétrole. Alors, est-ce que les choses vont être plus faciles du côté du Kamtchatka? Apparemment, oui. C'est plus facile puisque dès qu'elle débarque au kolkhoze d'Esso, Nastasia Martin assiste à des spectacles folkloriques. C'est pour cela que quand elle apprend l'existence d'un groupe retourné en forêt, ben bien sûr, elle va tout braver pour aller le rencontrer parce qu'eux refusent justement de ces mascarades. Nous sommes tous les trois montés sur son quad rouge. Nous avons parcouru dans la boue et la pluie les 70 kilomètres qui nous séparaient du Black Kachan, c'est un endroit de ce coin, le premier camp de chasse de la rivière d'Isha. Sur la route, en grignotant du baluc fumé, il arrive. Chez vous, en France, pour aller chez quelqu'un, il faut être invité, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, j'ai esquissé un signe affirmatif de la tête. Ça sert à rien d'essayer de faire les choses comme chez vous, a-t-il dit. Dans la forêt, il faut juste arriver. En fait, il veut dire que on va forcer les choses et quand on sera là, ils ne pourront pas nous dire de retourner chez nous parce que c'est nous envoyer à la mort, vu le froid. Donc, il continue le voyage, qui est quand même long en quad, alors avec de multiples étapes dans des yourtes où on couche sur des peaux d'ours, où on mange de la tête bouillie de saumon. Donc la nourriture, tout est très rudimentaire. Et le voyage continue, tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Artiom lui-même, et qui renacle toujours, qui veut absolument pas qu'elle vienne. Artiom, le frère d'Hilo, est venu hier. La voix d'autorité dans la radio à Ketachan, c'était lui. Notre présence l'indispose manifestement. J'ai envie de disparaître 6 pieds sous terre, à chaque fois qu'il entre dans la yourte. Mais je ne peux aller nulle part, je suis coincée dans le mal-être. Forcée à sentir sa réprobation silencieuse et à essayer de me comporter au mieux pour atténuer l'effet que nous produisons sur lui. Artiom est le chef à Manak, et ça se voit. C'est son camp de chasse, sa maison, son territoire. Je me blottis en pensée, tout contre la douceur d'Hilo. J'évite le regard de son frère le plus possible. La pluie continue de plus belle et je m'enfonce dans une profonde déprime. Cela fait 1 semaine que nous attendons. Mais qu'attendons-nous au juste? Personne ne le sait.
que quelque chose se passe peut-être. Je m'ennuie très sévèrement. L'après-midi touche à sa fin. Ilo remue mollement l'apanat des chiens qui mijotent dans les braises. La fumée qui s'échappe de la théière monte doucement vers l'ouverture sommitale. L'eau tambourine sur les bâches, c'est assourdissant, abrutissant. Je griffonne sur mes carnets, ne trouve rien d'intelligent à dire. Je suis vide de mots et encore plus vide de sens. J'écris. Si seulement le voile de pluie insipide et morose pouvait s'atténuer, si le ciel pouvait s'éclaircir, si tout pouvait advenir. Je ne comprends rien à ce que j'écris. Et puis, d'un coup, tout bascule, comme ça. Je revois très distinctement le pan de yourte qui se rabat sur un côté du toit d'un mouvement brusque. Un jeune homme en ciré orange trempé qui entre, qui avise les deux étrangers plantés là, Zdarova, lance-t-il, le sourire aux lèvres. Je m'appelle Ivan. Alors, Ivan, en fait, c'est le neveu. C'est le neveu d'Artium et d'Ilo. Mais lui, il a décidé qu'il allait les emmener, qu'il allait emmener Charles et Nastasia. Et donc, cette fois-ci, ils vont jusqu'au bout. Et ils vont arriver, en effet, à Toyane. Alors, Toyane, c'est donc au bord de cette rivière, Isha, où toute la famille est là. Nastasia Martin a pour objectif dans ce livre d'exprimer 3 choses. Première chose, le naturalisme n'a pas tenu plus de 3 siècles. Autrement dit, il est devenu hégémonique, d'être au monde, cette façon de se représenter le monde est devenue hégémonique à partir de la Renaissance, mais il y a combien depuis la Renaissance? C'est 1500, 1600, 1700, 3-4 siècles. Elle n'a pas tenu plus de 3 siècles, 3-4 siècles. Et elle est en train, sur le plan écologique, de nous emmener dans le mur. D'autres manières d'être. C'est pas seulement sur le plan écologique. Oui, oui. Sur le plan psychologique oui, aussi. Bien sûr. Sur beaucoup. C'est pas qu'une histoire d'écolo. En tout cas, sur le plan écologique aussi. Elle est en train de nous emmener dans le mur. Il y a d'autres manières d'être et de voir qui ont été disqualifiées, qui, elles, ont tenu pendant des millénaires. Et elles ont été écrasées, mais elles ont tenu. Et le travail des anthropologues, c'est de les écouter, de les comprendre, de comprendre ce que les peuples partageant une autre manière d'être au monde et de penser le monde a à nous dire. Et peut-être à nous proposer.